l'élaboration de la nomenclature de première nécessité du cadre de dépenses à moyen terme s'est tenue à l'Institut d'économie et des finances à l'intention des directeurs centraux des affaires financières. En ouvrant les travaux, le directeur général du budget a mis un accent particulier sur l'identification des 3 catégories de dépenses, à savoir les premières nécessités, les encours et les mesures nouvelles. Aujourd'hui, vous êtes invités aux présentes assises pour un examen concerté de validation de la proposition du projet de nomenclature des premières nécessités soumis à votre appréciation. Nous classons dans la première nécessité toutes les dépenses ou nature des dépenses sans lesquelles l'administration ne peut connaître un fonctionnement normal ou régulier. Le directeur général adjoint 1 du budget qui a clôturé l'atelier s'est félicité de ces assises dont l'aboutissement est la mise en place d'un outil de base qui servira lors de l'élaboration prévisionnelle des lois de finances à venir. La présente étape franchie, je vous invite d'ores et déjà, en collaboration avec l'ensemble des services rattachés à votre département ou institution, à travailler sur les dotations budgétaires correspondantes et l'identification des encours en attendant la tenue des conférences budgétaires. En avril prochain, les directeurs centraux des affaires financières et la direction générale du budget se retrouveront pour s'accorder sur le budget de reconduction qui comprend les premières nécessités et les encours. Rencontre informelle ce matin au Sénat entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture et une délégation de sénateurs conduite par le premier vice-président de l'institution. Des précisions dans ce compte rendu de la presse du Sénat, Théophile Ndimekong et Hilarion Akumbu. Cette rencontre à la demande du Sénat fait suite à celle qui l'a précédée avec la Convention des syndicats de l'éducation nationale. Interface entre le gouvernement et les partenaires sociaux, les représentants de la Haute Chambre ont voulu entendre le ministre sur la situation dans ce secteur sensible de la vie de la nation. Mundunga, qui a salué l'initiative, s'est longuement expliqué sur les récriminations des syndicalistes et notamment sur la rupture jugée unilatérale du dialogue social. Nous ne le recevons plus. Pourquoi? La réunion que nous avions eue avec eux s'est tenue au ministère de la formation professionnelle. On a décidé de faire venir tous les syndicats concernés pour que nous puissions traiter tous les problèmes en même temps pour éviter de régler les problèmes de l'éducation nationale et d'attendre que ceux de l'enseignement supérieur fassent grève avant de régler leurs problèmes. Les syndicats regroupés au sein de la CONACYSED posent comme condition pour qu'ils restent dans la salle qu'on fasse sortir les autres syndicats qui ne sont pas membres de la CONACYSED, y compris les syndicats de l'éducation nationale, y compris les syndicats de l'enseignement technique, tous ceux qui ne sont pas inféodés dans la CONACYSED, on nous demande de les vider de la salle. Sur cet entrefait, nous avions dit que nous faisons la réunion avec tout le monde. Ils ont décidé de quitter la salle et ils ont claqué la porte. S'agissant du retard accusé dans la mise en place de la commission administrative paritaire, les représentants du syndicat sont toujours attendus. Aucun sujet n'a été oublié, y compris la suspension de salaire du Collège des pairs, qui selon le ministre reste une mesure conservatoire en attendant les conclusions du Conseil de discipline, organe purement consultatif, le dernier mot revenant à l'autorité de tutelle. Poursuivant son propos, Séraphin Mundunga s'est dit disposé à renouer les fils du dialogue pour peu qu'il se fasse dans le respect des textes en vigueur, car la situation de non-droit qui a longtemps prévalu dans ce département a fini par devenir la règle et le droit, l'exception. Avant de lever la séance, le premier vice-président du Sénat a appelé toutes les parties à la tempérance, non sans inviter le gouvernement à apurer le passif accumulé au fil des années et qui est souvent le prétexte à certaines formes d'expression. Après cette séance d'échange, le ministre Séraphin Mundunga devait par la suite être auditionné sur le projet de loi d'orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. Théophile Ndimekong, Hilarion Akumbu, Presse Sénat, compte rendu. Ce projet de loi résulte à la fois des conclusions des États généraux de l'éducation, de la recherche, mais aussi de l'adéquation formation-emploi qui ont repensé l'école et la recherche gabonaise au fin qu'elle soit au service de l'émergence du Gabon. Toute chose qui, de l'aveu du ministre, passe par des paradigmes novateurs au niveau pré-primaire et primaire, au secondaire, au supérieur et en matière de formation professionnelle et de recherche.
Au pré-primaire, les innovations portent entre autres sur l'immersion et l'éveil de l'esprit scientifique, technologique, écologique et citoyen, l'introduction des langues locales et de l'anglais, la suppression à terme du concours d'entrée en 6e au profit d'une admission sur obtention du CEP pour ce qui concerne le primaire, tandis que le secondaire verra l'introduction d'une deuxième langue étrangère dès la classe de 6e. Ici, le choix se fera entre l'espagnol, l'allemand, le mandarin, le kiswahili ou le russe. Destiné à remplacer toutes les dispositions contraires des lois antérieures, le projet de loi prévoit le développement et la diversification de l'offre de formation supérieure et de qualité en contexte LMD pour le supérieur et l'implantation de centres de proximité dans chaque province, département ou district, avec pour orientation l'apprentissage d'une activité pratique ou artistique auprès des professionnels sur une période d'au plus 2 ans ou dans des centres sportifs pour les élèves âgés d'au moins 12 ans sortis du primaire sans certificat d'études. C'est à ce prix, conclura le ministre, que le système éducatif de notre pays, en déstructuration continue ces dernières années, pourra être redynamisé. Un optimisme salué par les vénérables, mais qui n'a pas manqué de soulever quelques préoccupations au sujet notamment de la construction des lycées dits d'émergence scientifique, la mise sur le marché du travail des enfants de 12 ans au terme de 2 ans d'apprentissage, la création de nouveaux internats. Autant de questions qui ont permis à la Haute Chambre de mieux s'imprégner du projet en vue de son examen prochain. Le ministre de la Santé était hier face à l'ensemble des responsables de son département ministériel. La cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de l'immeuble Arambo de Libreville. Au menu, les conclusions d'une longue réflexion du ministre sur notre système sanitaire. Un reportage de Paulin Afou sur des images de Serge Ndiengi. C'est un auditorium de l'immeuble Arambo, plein comme un œuf, qui a accueilli le ministre de la Santé, des Affaires sociales, Flavien Ndiengi Nzundu, entouré de ses 2 ministres délégués, Ndiengi Miyindu et Claudine Memvoula. Il faut dire qu'auparavant, le ministre Ndiengi Nzundu aura battu le rappel de l'ensemble des responsables de son département ministériel pour dévoiler les conclusions de sa longue quête sur les insuffisances, voire les archaïsmes de notre système de santé et les solutions à y apporter. Afin de répondre de manière concrète et efficace aux attentes des populations gabonaises en matière de santé et de bien-être social. Le ministre de la Santé identifie quelques-uns des mots qui gangrènent le système sanitaire. Le paludisme, les maladies diarrhéiques et parasitaires constituent toujours les premières causes de morbidité chez les enfants de 0 à 5 ans. La résurgence d'épidémies de maladies telles que Ebola, la grippe A, H1N1 sont toujours à craindre. Les médicaments essentiels ne sont pas toujours disponibles dans les formations sanitaires publiques. Plutôt donc que de dégainer une brassée de mesures cosmétiques, M. le ministre a appelé à une mini-révolution du système de santé en préconisant la rationalisation de l'emploi, formation des personnels, l'intensification de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en vue de réduire de manière significative les risques dus à l'environnement, l'optimisation du fonctionnement des structures périphériques et structures de santé de base, afin de rapprocher les soins de santé des populations. Comme pour couper court à toute velléité de critiques, le ministre de la Santé a cru bon de préciser que 70% des propositions envisagées pourraient être intégrées dans le budget du département dont il a la charge. Après 2 jours d'enseignement en faveur de nos forces armées, les travaux du séminaire sur le droit humanitaire ont pris fin à l'état-major général des armées. Reportage Marie-Jo Moussavou Mundiégou. Prévu pour durer 48 heures, ce séminaire au droit international humanitaire, initié par le CICR et la Croix-Rouge gabonaise, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de nos forces armées dans l'exercice des missions qui leur sont assignées en temps de paix comme en temps de guerre, afin d'avoir une bonne maîtrise et connaissance de ces notions. Il me plaît de dire ici l'importance que revêt le droit international humanitaire en raison de la complexité croissante observée dans les conflits modernes.
À cet effet, il serait superfétatoire de ne pas rappeler l'existence de nombreux traités internationaux qui régissent les conflits armés, notamment les conventions de La Haye de 1907, les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977. La convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés, la convention sur la mise au point, la fabrication, le stockage et l'emploi des armes chimiques et leur destruction, la convention relative aux droits de l'enfant, etc. Sur les objectifs de cette rencontre, nous écoutons Vincent Pouget. L'objectif de tout ce séminaire, finalement, c'est d'appuyer l'État dans son travail de diffusion des règles du droit international humanitaire qui reviennent de sa responsabilité puisque l'État gabonais est signataire des conventions de Genève de 1949 comme des traités additionnels de 1977. Donc l'État s'est engagé en signant les conventions de Genève à diffuser ce droit auprès de ses forces armées notamment, le plus largement possible en période de paix comme en situation de crise. Et dans ce travail-là, le CICR, qui est un peu le gardien du droit humanitaire, va appuyer l'État par des formations, par de la documentation. Pour nous, c'est un plaisir, un honneur de travailler et d'être soutenu par le CICR pour faire le relais de l'action du droit international humanitaire à la base et avec les différentes parties, notamment les forces armées et le comité international de la Croix-Rouge. Malgré les efforts déployés après 2 guerres mondiales pour que l'ensemble de la planète connaisse la paix, les conflits armés demeurent l'une des caractéristiques du paysage humain. Pour résoudre leurs différends, nations, peuples et groupes ethniques continuent à recourir aux armes, entraînant la population dans la mort et la souffrance. Le constat de cette triste réalité est à l'origine de la fondation, il y a près de 150 ans, du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, qui vise à préserver une certaine humanité au cœur des conflits. À l'école normale catholique des instituteurs, le thème de la journée de l'enseignant fait partie intégrante des cours dispensés au sein de cet établissement des formateurs. C'est ce que nous dit Ghislaine Andé-Massoko sur des images de Jean de Dieu Mamboundou. La lourde responsabilité qu'ont les enseignants d'éduquer les enfants est une tâche noble pour ces formateurs dont le gouvernement a institué une journée nationale. À l'école des instituteurs catholiques, les apprenants s'apprêtent à mettre en application les connaissances acquises. Danse de pêche. Assis. Debout. Les oiseaux les plus beaux aiment et chantent. Les oiseaux les plus beaux ne sont pas les plus beaux. J'en ai vu les tout petits qui étaient si jolis. Dans cet établissement d'obédience catholique, plusieurs didactiques émaillent le quotidien de ces jeunes instituteurs. Ce sont les fiches qui nous permettront, n'est-ce pas, de partir donc bientôt en stage de responsabilité, puisque après les stages sous tutelle, nous repartons pour les stages sous responsabilité. Nous sommes appelés à enseigner toutes les classes parce qu'en première année ici à l'école de l'ENIC, nous sommes d'abord formés pour le premier cycle. Et la deuxième année, nous sommes formés pour le second cycle, donc nous sommes censés enseigner toutes les classes, c'est-à-dire de la première en 5e année. Le thème retenu cette année entre bel et bien dans les programmes de l'ENIC, à savoir le module d'éthique professionnelle et déontologique administrative, qui demeure le cours des enseignants, socle d'une formation de base solide. L'enseignant, certes, transmet des connaissances. Certes, il fait construire des compétences chez les apprenants. Mais ce qu'il devrait faire de plus, c'est améliorer son savoir-vivre. Il meuble les jeunes esprits. Parce que vous êtes passé comme moi à l'école primaire, ce que dit le maître, c'est toujours vrai. Ce que fait le maître, c'est toujours bien. Alors, le maître a donc l'obligation de présenter à l'enfant le beau, le vrai. Le maître n'a pas de vie privée. Où qu'il soit, il doit être le miroir de la société. Tout compte fait, la satisfaction d'un enseignant ne devient réelle que lorsque ses élèves tirent profit de son enseignement et l'échec des apprenants
et naturellement celui de l'enseignant. Prochain rendez-vous de l'information sur la 1, 23h, rediffusion de ce journal. Demain, 9h30 et 13h, Patrick Nzogebe-Kale